a parlé de beaucoup de sujets ce matin. Et on va dire que peut-être que, outre le fil rouge de la matinée qui est sur l'innovation écologique, on verra peut-être avec vous comment ça s'intègre dans les entreprises de taille intermédiaire. Mais on a parlé finalement de croissance, la croissance verte, la croissance bleue, la croissance économique. Il y a un sujet qui est toujours très porteur dans l'économie, qui fait rêver, ce sont les entreprises de taille intermédiaire, ces fameuses ETI dont on estime qu'elles sont beaucoup trop nombreuses en France. Elles sont aussi peu nombreuses dans la région, mais c'est finalement un fer de lance de l'économie. Et il y a aussi cette volonté de faire grandir des PME pour qu'elles deviennent ces entreprises de taille intermédiaire, ces entreprises qui sont porteurs de plein de défis, parce que également indiquées dans les transitions, parce que ce sont aussi des entreprises souvent familiales qui font face à des problématiques de transmission. Donc voilà, comment est-ce que les ETI aident le tissu économique régional, un sujet qui est passionnant et dont on va débattre avec nos intervenants ce matin. À mes côtés, David Sussman, vous êtes le PDG de Seafoodia, mais pas que, mais on verra après, je vous laisserai expliquer un petit peu plus votre stratégie. À vos côtés, Florian Sardella, vous êtes le directeur régional Sud-Méditerranée de la Banque Palatine. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et à vos côtés, Maurice Wolf, vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Florent Sardella, peut-être pour commencer avec vous, les ETI, très peu en France. On estime 5500 ETI en France et 13 300 en Allemagne. Donc on voit le gap qui sépare et on dit souvent qu'on devrait être aussi bon que l'Allemagne. Et pourquoi est-ce qu'en France, on n'arrive pas à avoir autant d'entreprises à taille intermédiaire ? C'est exactement ça, Laurence. C'est 13 000 en Allemagne, 8 000 en Italie, 5 500 en France. Et pourtant, c'est le premier vecteur de notre économie. 30% du chiffre d'affaires total est réalisé par ces ETI, 34% de nos exportations et 3,4 millions de salariés. Donc c'est un levier important de l'attractivité de nos territoires, surtout. 70% de ces ETI sont en province, ne sont pas qu'en Île-de-France. Et sur la région sud, c'est 265 ETI, 140 000 salariés, pour la majorité sur du commerce, sur du service, et une part industrielle, 23% sur de l'industrie, de la chimie et de l'agro, notamment sur la partie arômes et parfums qu'on connaît sur la partie niçoise. Finalement, vous avez donné quand même quelques éléments sur lesquels on va débattre. C'est la transmission, c'est les transitions aussi, parce que les entreprises, alors elles ne sont pas toutes familiales, mais elles ont aussi cette problématique de transmission. Et souvent, quand les nouvelles générations arrivent aux manettes d'une entreprise de taille intermédiaire, elles ont envie d'aller vers ces transitions. Elles sont aussi clés dans la souveraineté industrielle. Alors oui, alors déjà, la construction d'une ETI, c'est 20 ans d'une PME pour passer à une ETI. Donc forcément, avec une moyenne d'âge de 49 ans pour nos ETI, donc forcément, il y a un sujet qui est la transmission. Donc un sujet de transmission, ça se prépare entre 6 et 10 ans. Et il y a aujourd'hui même des ETI qui sont en perpétuelle transmission, ce qu'on appelle une perpétuelle transmission, parce qu'il y a des actionnaires familiaux importants et qui sont une génération, 2 générations, 3 générations. Et là-dedans, tu l'as évoqué tout à l'heure, Laurence, le sujet de la transition, alors pas forcément que énergétique, digitale, environnementale, on va parler plutôt même de responsables. Et pour ça, les entreprises de taille intermédiaire, elles sont le premier levier et elles sont en première ligne. Aujourd'hui, on le voit, il y a vraiment une prise de conscience très très forte. Nous, par exemple, sur nos pré-corporate, en 2021, 25%, moins de 25% embarquaient des critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. L'année dernière, c'est quasiment déjà 50%. Donc on est vraiment aussi, on sent que les ETI sont vraiment fer de lance sur ce sujet-là. Alors peut-être avant de dire il faut plus d'ETI, peut-être que plus d'ETI, c'est aussi plus de PME capables de devenir des ETI. La question pour David Sussman, comment est-ce que on fait grandir sa PME? Comment est-ce qu'on a une vision pour essayer d'aller un petit peu plus haut? Parce qu'il y a quand même, devenir une ETI, c'est pas neutre. Il y a plus de responsabilités, c'est aussi beaucoup plus d'organisation interne. Donc comment est-ce qu'on choisit de pousser comme ça et de structurer surtout sa croissance? Bon, alors pour commencer, j'aime pas trop le terme ETI, PME, grand groupe. Je crois que quand on est à la tête d'une organisation, on le voit pas du tout comme ça. On se pose pas les questions si on a 2, 3 ou un critère. On est tous les jours au charbon avec ses équipes, on essaye de grandir, on travaille et on essaye d'avoir un projet commun.
Donc à la base, je crois que la question c'est comment est-ce qu'on peut grandir ou passer de la petite équipe, on va dire de 5 à 10 personnes, à beaucoup plus. La clé, c'est la co-construction et c'est le dirigeant qui doit évoluer lui-même en se disant je ne suis pas dans le ça me suffit, j'ai pas envie juste d'être 5, 10. J'avais des artisans ce matin sur un chantier qui me disaient j'avais 10 collaborateurs, maintenant on est tellement mieux à 2, j'ai pas envie de grandir. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu triste connaissant ma personnalité, mais il n'avait pas envie de grandir parce que finalement il est mieux tout seul. En fait, il n'avait pas envie de co-construire. Et je lui dis mais pourquoi tu co-construis pas et pourquoi tu vas pas beaucoup plus loin? Il me dit oui, mais c'est compliqué les banques et puis finalement j'ai plus envie, j'ai pas osé. Moi je crois que la règle numéro 1, c'est il faut oser. Il faut se lancer. Donc moi, mon histoire, j'ai fait un prêt à ma mère. C'était il y a 25 ans. J'ai 8% d'intérêt. Il fallait que je rembourse absolument 5 ans après. Donc j'ai fait un prêt à ma mère, 8%. D'accord. Aujourd'hui, ce serait un prêt à ma mère, probablement 10 ou 15%. Quelques années plus tard, j'ai refait un prêt d'ailleurs. Et c'était à 10%. Okay, j'avais aussi 5 ans pour rembourser. J'ai osé me lancer. J'ai osé emprunter à mes banquiers. Et j'ai co-construit. J'étais jamais seul. Et je pense qu'il ne faut pas être seul. Il faut soit être accompagné d'un épouse, un expert comptable, un partenaire, etc. Et il faut co-construire le projet. Lorsque vous l'avez co-construit, que vous l'avez écrit et que vous avez des piliers, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur un objectif à 10 ans. Je crois qu'il faut se fixer un objectif toujours à 10 ans, personnel et pour son organisation. Je suis où dans 10 ans? Ça, c'est objectif numéro 1. 2, on définit ensemble avec les équipes les valeurs. Ce n'est pas vos valeurs, vous les partagez avec vos équipes. On définit ensemble où on va avec des valeurs qui sont bien posées. On définit en interne, en externe, ensuite, quelle est notre façon de travailler avec ces gens-là. Est-ce qu'on va répondre 8 heures par jour? Mais comment on va travailler avec l'environnement? Et enfin, on définit son why. Non pas ce qu'on fait, non pas comment on fait les choses, mais pourquoi on fait les choses. Alors simplement, chez Sifoudia, on est là tout simplement pour changer le monde. Alors humblement, parce qu'il faut justement tout faire les choses avec humilité, changer un petit peu le monde. Mais il ne faut pas se leurrer, mon ami Renaud Muselier, ici présent, lui aussi, il veut changer un peu le monde. Et tout le monde veut changer le monde. En fait, on peut tout changer un peu le monde et il ne faut pas avoir peur de le dire. Nos amis américains, ils le disent. Il n'y a pas que nos Américains qui le disent. Donc ici, on n'est pas obligé de voir petit, on peut voir grand. Alors, je voyais Maurice Wolf hocher de la tête quand je disais l'enjeu se situe aussi dans la croissance des PME en ETI. C'est un sujet sur un territoire comme la région Sud, il y a beaucoup. On sait que le tissu économique est majoritairement composé alors de TPE, mais de PME aussi. Finalement, on a un super potentiel. Grandir, c'est un vrai sujet, vous avez raison, c'est un vrai enjeu. Et on le disait avec David il y a quelques minutes avant de commencer, on est dans le monde économique finalement depuis longtemps, on a créé depuis longtemps. Et le sujet qui revient chaque année, c'est comment grandir. Effectivement, nos entreprises ne sont pas assez grandes, et dire qu'elles ne sont pas assez grandes, ça veut dire concrètement une chose, ça veut dire qu'on n'exporte pas assez, et donc on a notre balance commerciale qui pose tellement de difficultés. La question qu'on pourrait se poser, c'est finalement pourquoi nos entreprises ne grandissent pas assez vite ou n'ont pas envie de grandir, ce que dit très bien David. Il y a forcément une partie de la réponse est dans ce qu'a dit David, c'est-à-dire il faut qu'on construise, il faut avoir le projet, il faut trouver le bon marché, trouver le bon produit. Ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, me semble-t-il, c'est que finalement, ces entreprises qui grandissent, ces fameuses entreprises familiales, dites ETI familiales, alors c'est vrai que le terme, David, je l'entends, mais on n'en parle pas assez. Je suis sûr que si on ferait un sondage à se poser la question aux gens, c'est quoi une ETI? Les gens ne le savent pas. Et pourtant, je reprendrai tes chiffres. Les ETI, on a l'habitude de dire, il y en a 5400 en France, il y en a 13 000 en Allemagne, et grâce aux ETI, le déficit de la balance commerciale d'Italie est positif. Moi, je vais vous donner juste un autre chiffre en résonance. Tu as raison, l'ETI en France, c'est 25% des salariés, 27% du chiffre d'affaires, et attention au troisième chiffre, 0,2% des entreprises en France. Ça veut dire que quand on a dit ça, on comprend qu'effectivement, faire en sorte que nos PME grandissent, parce que c'est un véritable atout, c'est une aventure extraordinaire, ça pose effectivement des sujets, on n'en parle pas assez. Après, j'ai pas peur de dire aussi que grandir, faire grandir nos PME, que l'on soit d'ailleurs PME ou ETI, le sujet qui va arriver tout de suite, c'est la transmission. Quand vous êtes dans ces entreprises familiales, alors moi j'ai une particularité, je suis dans une entreprise familiale qui, pour aller chercher un nouveau marché, s'est associé à un très grand groupe. Alors là, les choses changent quand même un peu. Mais il faut garder notre ADN malgré tout, et c'est d'ailleurs ce que demande le grand groupe aussi. Mais quand vous êtes dans ces entreprises qui veulent grandir, cette transmission devient un axe majeur, et très rapidement, on pose 3 questions. 1, est-ce que dans la famille, on est bien aligné ? Parce que transmettre quand on n'est pas aligné dans la famille, c'est très, très complexe. La deuxième chose, et je pense que c'est le sujet le plus compliqué, est-ce qu'on a repéré le successeur ? À mon avis, ça, c'est la clé de voûte.
On a quelquefois un successeur qui est évident et quelquefois qu'il ne l'est pas. Et après, je pense que le troisième sujet, mais qui est aussi une réponse à nos PME qui doivent grandir, c'est quoi le projet? C'est ce que dit David. Dans nos entreprises familiales, on est à la fois ancré dans l'histoire de notre passé, c'est ce qui nous a fait aussi réussir, qui fait qu'on est là présent sur nos territoires, mais en même temps, quand les nouvelles générations, quand le successeur arrive et qu'il doit faire grandir, quel projet? J'ai envie de dire qu'il doit à la fois s'appuyer sur ce qu'il est et son histoire, mais aussi être sur un projet un peu disruptif. C'est un peu ce que tu disais, David. Hein. Comment est-ce que finalement, demain, je conquis le monde? Comment est-ce que il faut avoir ce côté disruptif. Mais je pense qu'une des réponses qu'on doit, alors là, c'est peut-être mon côté syndicat patronal, j'ose le dire, mais on ne parle pas assez de TI, et je pense que la marque TI, ça doit être un vrai sujet, qui doit être un sujet national. Parce que parler de réindustrialisation, parler de souveraineté nationale, sans parler de TI, c'est juste, à mon avis, ne pas réussir cette réindustrialisation. Et pourtant, on voit que malgré tout, que cette réindustrialisation, elle commence à se réécrire. On a des signaux positifs, des usines qui s'ouvrent, on voit des choses se passer, de l'emploi industriel qui redémarre. Et quand vous regardez ce qui se passe, les ETI, et notamment ces entreprises familiales, sont quand même à l'origine de ça. Et ça, je pense qu'il faut le marquer, sauf qu'on ne le sait pas assez. Alors, vous avez évoqué la transmission, et c'est vrai que c'est un point majeur, parce qu'une ETI qui disparaît, c'est beaucoup du territoire qui part en même temps, les emplois, le tissu, les relations avec d'autres entreprises. Sur la transmission, il y a eu le pacte du Trail qui a été instauré pour justement faciliter, parce que les ETI ne se transmettaient pas. Alors, effectivement, les patrons préféraient arrêter plutôt que de transmettre, parce que c'était trop lourd fiscalement parlant. Est-ce qu'on doit aller encore plus loin aujourd'hui ? Je peux répondre? Vous pouvez, et puis on demandera à votre voisin ensuite. Je pense que tous les trois, on a fait le même exercice. Vous mettez 10 patrons de TI dans la salle et vous leur dites, alors ton enjeu de transmission, est-ce que le cadre social, fiscal, juridique est bien calé? Je pense qu'à plus de 60%, ils vous répondent non. Alors tu dis, attends, pourquoi tu réponds non? Parce qu'à la fois, il y a l'outil du Trail, et en 2018, si vous vous souvenez, la réforme de l'ISF, c'est quand même un très bon signe qui est donné aux entreprises familiales qui ont effectivement ce capital. Pour autant, quand vous les mettez les 10, je pense qu'il y en a plus de 6, voire 7 qui disent non, c'est pas le bon cadre. Alors tu lui dis, mais pourquoi c'est pas le bon cadre? Je pense qu'ils répondent rapidement 3 choses. 1, malgré tout, le coût fiscal reste important. Quand vous comparez rien qu'à nos pays voisins, Allemagne, Italie, Espagne, on reste avec un coût fiscal et un coût en termes de donation qui est plus élevé que les autres. La deuxième chose qu'ils disent, le pacte du Trail, c'est un véritable outil, c'est indiscutable, sauf qu'il est complexe, il est lourd. Moi, je m'en rappelle, dans certaines entreprises familiales, quand tout à coup des majorités changent ou quand tout à coup le capital change, la grande question autour de la table, c'est de dire on va perdre le bénéfice du pacte du Trail. Et donc là, vous comprenez que c'est un vrai sujet. Et la troisième raison, à mon avis, qui font dire à 6 ou 7 patrons sur 10 que ce pacte du Trail, même si c'est un vrai outil, il doit être amélioré, il parle de ce que l'on sait, nous, c'est-à-dire flou, il y a de l'insécurité, et ça se trouve, le 1er janvier de l'année, ça va changer. Donc c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête, parce que vous disiez, Laurence, la PME qui grandit, l'ETI ou la PME qui se transmet, et David a raison de dire ETI, pas ETI, c'est pas le sujet. Le pacte du Trail est un vrai outil, sauf qu'il faut quand même, malgré tout, chercher à l'améliorer et peut-être regarder ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières. Florian Sardella. Oui, alors je te rejoins complètement. Les sujets, ils sont multiples. On l'a évoqué, il y a le cadre juridique et fiscal. Il y a le sujet plus social, émotionnel, psychologique, de qui reprendra pas. Tu l'as bien évoqué. Des fois... c'est quelqu'un qui est dans l'entreprise déjà. Oui, des fois, ça se fait même naturellement. Ça peut se faire naturellement, ça peut, mais on se rend compte sur les 20 dernières années, nous, lorsqu'on regarde sur les patrons de TI d'aujourd'hui, donc les 2e, 3e générations, la moitié ne voulait pas faire ça. Donc c'est un vrai sujet. C'est vrai. C'est un vrai sujet. Donc ça veut dire qu'ils l'ont fait par la force des choses ou qu'ils ont découvert aussi une passion très forte après avoir fait une première, une deuxième expérience, des fois ailleurs. C'est souvent ce que l'on voit. Donc déjà, il faut régler ce sujet et cette problématique de qui va reprendre. Et toute la partie émotionnelle et psychologique. Et là où le pacte du Trail, qui est un cadre fiscal avantageux, pose aussi des sujets de gouvernance, parce qu'avec des personnes qui détiennent et avec des fois des membres de part, on est vraiment sur un sujet où on est sur de la co-construction à long terme.
Et forcément, des fois, dans un navire, quand il y a plusieurs capitaines, c'est compliqué. Donc c'est aussi ça qui doit se régler. Et je reviens sur la partie juridique et fiscale. Et là, oui, lorsqu'on regarde ce qui est fait en Allemagne, ce qui est fait en Italie, on est sur des successions ou sur des donations où il y a des exonérations totales, voire très importantes. Ce qui n'est pas le cas en France, où on reste aussi fortement taxé. Ce qui peut expliquer pourquoi en Allemagne aujourd'hui, il y a 12 000 ETI et en Italie 8 000 et que 5 000 en France. David Sussman, le cadre juridique, légal, c'est hyper important pour ne pas se tromper aussi. C'est hyper important, mais il reste tellement peu de temps et j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans parce qu'ils sont plus experts que moi. Je me vois encore au moins la tête de ma boîte que j'ai créée il y a 25 ans, il y a encore 20 ans. J'ai 125 collaborateurs, j'espère être 250 dans 2 ans. On fait 365 millions d'euros. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas des milliards. Et je ne vois pas pourquoi, encore une fois, on ne changerait pas le monde, un monde meilleur avec de bons produits. Moi, j'ai une vision qui est qu'aujourd'hui, il faut se baser sur les 5 P. La clé, c'est les hommes. Il faut tout baser sur les hommes. Chez les hommes, en général, dans une organisation, vous avez vos successeurs. Moi, j'ai fait rentrer 7 jeunes cadres dirigeants de ma boîte au capital. Ma succession, elle est garantie. Alors que ce soit mes enfants ou pas, mes enfants, je leur souhaite le meilleur, quoi qu'il arrive. Mais ce qui est le plus important, c'est pas que je leur laisse 1 euro, 10 euros, 10 millions, 100 millions, 1 milliard dans le compte en banque. C'est qu'est-ce que l'entreprise finalement aura fait et qu'est-ce qu'ils pourront faire pour un monde meilleur demain, vu les enjeux qui, moi, me touchent, parce que, comme vous le savez, je travaille dans les produits alimentaires, dans les produits de la mer. Et donc, tous les jours, je vois à quelle vitesse la planète est détruite. Et moi, j'ai un vrai enjeu qui est préserver cette biodiversité, mais nourrir la planète de façon durable. Et qu'on soit fier de la nourrir dans 1000 ans et dans 1 million d'années. Quand on crée une entreprise pour 99 ans, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux créer une entreprise pour 999 ans. Et je veux savoir au départ pourquoi on l'a créée. Au-delà, bien sûr, du dirigeant d'aujourd'hui. Donc, le P, c'était la clé, c'est les hommes. Et les hommes, vous les avez dans l'organisation assez rapidement, on les détecte. Le 2, c'est préserver la planète. Tout doit être fait en préservant la planète. Celui qui ne préserve pas la planète, il faut qu'il change de métier. Et là, il y a une urgence, et vous financez heureusement cette transformation. Et la législation évolue très vite, et c'est une bonne nouvelle. Elle évolue pas assez vite néanmoins, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Le troisième, je vais aller rapidement, c'est les produits. Est-ce que votre produit, justement, a du sens, il est durable, il est responsable? Être là ce matin, pouvoir échanger là-dessus, c'est une bonne nouvelle. Je vois dans la salle des entrepreneurs extraordinaires, Laurent Cohen, par exemple, qui va prendre la parole après moi, qui m'a rejoint chez Pure Océan. Voilà, l'ONG qu'on a quasiment cofondé ensemble, on est 130, qui m'a rejoint chez les Transformers. À Marseille, vous avez un réseau d'entrepreneurs qui se soutiennent, tu en fais partie, qui travaillent avec des banques et qui peuvent faire émerger des entreprises fabuleuses. Je crois qu'on a plein de futurs CMA, on a bien sûr Ricard, Sodexo et autres, mais on a plein de futurs CMA qui peuvent naître aujourd'hui parce que le monde est fabuleux et on a notamment le digital aujourd'hui, ChatGPT, si vous ne l'avez pas téléchargé, il faut l'utiliser, qui change le monde très vite et c'est une opportunité. La tech for good pour changer le monde positivement, basée à Marseille, c'est du concret, j'y crois. Dernier point, faire les choses avec passion et amour. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, surtout changer de monde. Et enfin, mon dernier point, c'est le faire avec du profit. Et le profit, c'est pas que de l'argent, mais on ne peut pas ensemble, quand on se voit d'ailleurs, pour renouveler les lignes de crédit, parler que de pognon. Et tu es d'accord. Merci. Alors, très bien, ça c'est très joliment dit. Néanmoins, il reste quand même un enjeu. On devient une ETI. Comment est-ce qu'on reste une ETI? Le monde change, effectivement. Il y a des bouleversements, il y a des crises, qu'elles soient diverses et variées. Comment est-ce qu'on peut rester une ETI? La bonne nouvelle, une entreprise, ce n'est pas une institution. Je crois qu'une institution, elle a le temps long. Même si je pense qu'on doit notamment repenser peut-être les 5e Républiques, nos vieilles institutions, etc., etc. Les entreprises, elles n'ont pas le choix, parce qu'on est dans un monde qui est global. Quand on parle d'internationalisation, personnellement, je ne comprends pas. Alors, je suis né à l'APEX, que vous connaissez. J'ai commencé à l'Association provinciale des exportateurs. C'était en 88. J'étais inspiré. Je suis parti aux États-Unis. Ma boîte, elle est née aux États-Unis. Et j'ai rêvé, après avoir vécu 5 ans, de la ramener ici et de la développer. Je pense qu'elle serait d'ailleurs beaucoup plus grosse si j'étais resté aux États-Unis. Parce que là-bas, on adore les entrepreneurs. On adore faire venir, grossir des entrepreneurs. Ici, pour l'instant, on déteste les entrepreneurs. Un entrepreneur qui réussit, c'est un voleur. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir évoluer. Et heureusement que le cadre juridique évolue très vite. Et il évolue particulièrement chez nous parce qu'ici, à Marseille, encore une fois, on a des génies. On en a plein la rue. Et moi, je rêve que nos futurs vice-présidents de grands groupes, ils viennent des quartiers nord parce qu'ils sont capables de mettre en place des organisations extraordinaires. C'est pas compliqué de légiférer. On les fait rentrer dans Région Sud ou dans nos boîtes, Laurent, et on va casser la baraque.
pour revenir sur votre question, comment le rester, je crois qu'on n'a pas le choix, parce que si vous innovez pas, vous mourrez très très vite. Nous, mon entreprise, elle évolue, mais en permanence. Si je ne mets pas en place ChatGPT depuis que c'est né, mais je suis mort dans 2 ans. Si je ne fais pas évoluer mon organisation en permanence, je ne pourrai pas survivre. Donc nous, naturellement, ce n'est pas rester une ETI. Alors encore une fois, j'aime pas le terme ETI. Changez-le. Entreprise de taille intermédiaire. Vous croyez que j'ai envie d'être intermédiaire ? Vous croyez que j'ai envie d'être une petite entreprise ? Non, mais changez-le. Vous ne vous rendez pas compte quand vous êtes dedans. Le titre, il va pas du tout. C'est la taille qui c'est pas compte, peu possible. importe. Vous imaginez, je vous dis, vous êtes une petite présentatrice. Bah, non, mais écoutez. c'est pas possible. Donc changez le nom. Moi, je veux pas en entendre parler. Ça me convient pas. Oui, Maurice Wolf, oui, allez-y. Je voudrais insister sur ce que dit David et puis prendre une petite nuance. Là où il a raison, c'est que finalement, ce qui va compter dans « on grandit, on restera grand », parce que c'est vrai que TI, c'est quand même pas très... Voilà. Le sujet, Vous allez par là, PME, c'est pareil, hein, donc on ne va pas jouer sur les... Non, mais je suis assez d'accord, c'est pour ça que... Sur les Le noms. sujet, je pense, c'est quel projet ? C'est-à-dire, qu'est-ce que finalement on arrive à insuffler pour que l'entreprise grandisse, parte sur des nouveaux marchés, parte à l'extérieur, etc. Mais la deuxième chose qui vient tout de suite, c'est que je pense qu'on a tous la même expérience. Au début, on a un projet, et puis quelques années, le projet, c'est plus du tout le même. Il a changé 10 fois ou 15 fois. Le sujet qu'on a, je pense, dans ces entreprises familiales qui grandissent ou qui sont très grandes, c'est est-ce que malgré tout, auprès des équipes, auprès des clients, auprès des éventuels actionnaires, parce que moi j'ai cette particularité où on a fait rentrer au capital un grand groupe, parce qu'effectivement il fallait grandir plus vite, donc on n'en avait pas les moyens. Et donc on a un enjeu de garder le projet cohérent, tout en sachant que le projet, en 5 ans, il a déjà changé 4 fois. Et cette cohérence du projet, ça veut dire qu'il faut continuer à savoir l'expliquer à nos équipes, parce que sinon rapidement tu les perds, surtout dans des entreprises qui se lancent sur des nouveaux marchés et qui donc, à son démarrage, sur ce nouveau marché, est petite et donc fragile, même si au capital, on a les gens qu'il faut. Et donc je pense, et là David a raison, au-delà des enjeux, pas que du trait, il y a du social, il y a du fiscal, oui, c'est important parce que quand on vend ou quand on cède, c'est là qu'on se rend compte que ça peut être très important. Mais là où David a raison, c'est que le projet, il est indiscutable, il faut vraiment le travailler et surtout penser que comme ce projet va changer, il faut qu'on garde cette cohérence et qu'on sache toujours l'expliquer. L'exercice qu'on doit faire, à mon avis, régulièrement, et c'est ce que fait d'ailleurs très bien David, c'est est-ce qu'en 2 minutes, tu es capable de m'expliquer ce que tu fais et quelle est ton ambition pour que ça se passe bien demain ? Ce n'est pas un exercice facile. Et à partir du moment où on sait le faire, je pense que ça veut dire qu'à la fois, on l'insuffle bien dans l'entreprise et qu'on a su, au moment où il fallait changer, parce que finalement, on s'est trompé, et on se trompe quand même, le marché change, les clients changent, nos équipes changent. Quand on a commencé, les équipes n'avaient pas forcément les mêmes attentes qu'aujourd'hui. Et donc, on doit avoir cette capacité à faire changer le projet tout en gardant cette cohérence en termes d'explication et de pédagogie, notamment auprès de nos équipes. C'est quoi le rôle du banquier dans tout ce qu'on entend là ? C'est comment le rester, surtout ? J'allais y venir. On en a beaucoup parlé avec David tout à l'heure. Et on le voit aujourd'hui. Là, il y a une révolution culturelle avec une prise de conscience très forte sur les enjeux sociétaux, de gouvernance et responsables. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment nous, en termes de banquiers, on accompagne ça. Aujourd'hui, on le voit, on commence à le faire. Alors quand je dis on commence, c'est la place bancaire. Nous, on essaye chez Palatine de le faire de plus en plus. On essaie d'accélérer ce mouvement, de le suivre. On est une ETI bancaire, nous aussi, 350 millions de PNB, 1000 collaborateurs. Donc on doit aussi se coller à cette révolution et accompagner ce mouvement. Donc aujourd'hui, 100% de nos fonds sont labellisés ISR. Je vous ai parlé des prêts à impact, mais on doit aller encore plus loin. On en a parlé avec David tout à l'heure. C'est encore des sujets, réflexion... Oui, on arrive à des réflexions d'entreprise à mission ou autre chose. C'est vraiment des sujets sur lesquels on doit aussi se poser la question et d'accompagner. On le fait depuis, nous, 240 ans, l'histoire de la Banque Palatine, des entreprises et des dirigeants. Et on doit encore développer ces sujets-là. Et avec David, avec les différents acteurs de la région, c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que finalement, oui, Maurice Wolf. Je disais, en plus, on a un autre défaut. Je ne sais pas ce que tu en penses, David. On ne parle pas assez à nos banquiers. Moi, j'ai pas peur de le dire. Alors, on va demander au banquier ce qu'il en pense. Petit, moyen, grand, et peut-être ETI un jour, David, comme toi, mais on parle pas assez à nos banquiers. Et effectivement, quand on en parle, excuse-moi, quand on parle, en plus, on fait l'exercice, je pense pas dans le bon ordre. N'hésite pas à me dire. On est tout de suite sur nos chiffres. Et un peu comme David réagit, il dit non, attends, ok, les chiffres, c'est important parce que si j'ai pas la rentabilité, il me reçoit plus. Il a raison. Mais en même temps, ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est quoi demain ? Et on fait
On a ce défaut dans nos entreprises, c'est qu'on ne parle pas assez à nos banquiers. La question, c'est est-ce que le banquier ne panique pas quand vous lui dites j'ai changé de vision, j'ai changé d'équipe. Il attend ça. Alors, on attend ça et c'est vraiment, David l'a dit, le projet. La première fois qu'on s'est vu, David, je pense qu'on a parlé de tout sauf de chiffres, quasiment. Ah oui? Oui, parce que, et moi je veux conclure là-dessus, je pense qu'on Les doit chiffres sont bons, sortir du vieux monde des chiffres qui sont que des chiffres, qui finalement, notre capitalisme a un petit peu détruit notre planète, il faut être conscient. Moi je pense tous les matins à ce que je laisse à mes 4 gamins, et alors qu'aujourd'hui on a un beau projet, on a une guerre à mener, je sais que c'est dur, où on a un combat qui est préserver la planète pour les 1000 prochaines années. C'est génial, mais quelle chance! Tu te rends compte, tous les matins, on va pouvoir se dire, parce qu'on va bosser ensemble pendant 20 ans, tu me finances pour cet objectif-là et on peut le co-construire ensemble. D'ailleurs, avec les gens qui sont dans la salle. C'est génial, c'est une chance folle. On sait pourquoi on se lève le matin. Alors, il y a 100 ans, ils se levaient pour d'autres raisons. Ils ont vraiment fait la guerre. Bon, elle est à la porte de chez nous, je le sais, mais on a une vraie raison aujourd'hui de bouleverser ça avec des nouveaux indicateurs. Donc, on ne peut plus parler juste du résultat. Le résultat, c'est un des agrégats, c'est un des KPI, mais il y a plein d'autres choses à... Tu l'as dit, le projet et la stratégie. Nous, c'est vraiment au cœur de nos échanges avec les dirigeants. Mais un projet durable et responsable. Tu ne peux plus financer certaines industries, tu dois en financer d'autres avec des nouveaux taux, etc. David, Et pour compléter ce que dit David, je suis dans le monde du transport. Et oui. effectivement, pendant très longtemps, le chiffre, la marge, parce que c'est des métiers qui, en plus, en termes de marge, ne sont pas si simples que ça. Mais rapidement, aujourd'hui, la question, y compris de nos clients, de nos personnes qu'on transporte, alors moi je transporte des personnes tous les jours, c'est quoi votre empreinte carbone, c'est quoi votre empreinte environnementale? Quand tu prends cette question la première fois, il y a quelques années de ça, ta première réaction c'est de dire attends, je comprends pas la question, mais quand même ça m'interpelle. Mais le sujet aujourd'hui, c'est qu'en plus ces questions tu l'as dans tes équipes. Et c'est là où il faut faire très attention, et c'est là où David a raison, il faut vraiment qu'on sache dans notre projet retrouver cette cohérence, parce qu'aujourd'hui les interrogations sont plus tout à fait les mêmes. Merci à tous les trois, c'est passionnant les ETI. On aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on peut espérer que vous étiez porteur d'un message d'espoir. Donc peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, on aura réussi à faire grandir le nombre de TI en France et en région sud. Merci à tous les trois. Merci Laurence. Merci.